Imaginez un instant un métal capable de révolutionner complètement notre vision du nucléaire. Un élément qui nous promet plus de sécurité, beaucoup moins de déchets et assez d'énergie pour alimenter la planète pendant des millénaires. Ce métal un peu magique, c'est le thorium. Alors ça peut paraître fou, mais cette phrase de Jean-Christophe de Mestral, ce n'est pas de la science-fiction. La petite sphère dont il parle, elle est faite de thorium. Et elle contient assez d'énergie pour couvrir tous nos besoins. Chauffage, électricité, transport, tout ça pendant 80 ans. Et ça tient dans le creux de la main. C'est ça l'immense potentiel dont on va parler. Ce qui est vraiment dingue, en fait, c'est sa densité énergétique. Pour qu'on se représente bien les choses, un seul petit kilo de thorium, ça équivaut à 200 kilos d'uranium. Ou, tenez-vous bien, à 3,5 millions de kilos de charbon. On ne parle plus du tout des mêmes échelles, c'est juste une autre dimension. Mais alors, comment ça marche? Comment ce métal peut-il bien libérer une telle puissance? Bon, maintenant qu'on a vu le potentiel, rentrons un peu dans le vif du sujet. Allez, on enfile la blouse de physicien et on va décortiquer ensemble le cœur du réacteur. La fameuse physique de la transmutation. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. Ok, premier concept essentiel à maîtriser, la différence entre un matériau fertile et un matériau fissile. L'uranium 235 qu'on utilise aujourd'hui, il est fissile. Ça veut dire qu'on peut le casser directement pour libérer de l'énergie. Le thorium, lui, il est fertile. En gros, il n'est pas directement utilisable. Il faut d'abord le transformer un peu comme une graine qu'on doit faire germer avant d'avoir un fruit. Il doit être activé pour devenir un combustible. Alors, comment se passe cette fameuse activation? C'est un processus en 4 temps assez élégant. D'abord, notre noyau de thorium-232, qui est fertile, se fait percuter par un neutron et le capture. Il se transforme alors en thorium-233, qui lui est instable. Très vite, en quelques minutes, il se désintègre une première fois et devient du protactinium-233. On y est presque. Après quelques jours, ce dernier se désintègre à son tour et là, on obtient de l'uranium-233. Et voilà. C'est cet uranium-233, qui n'existe pas à l'état naturel, qui est notre fameux noyau fissile. C'est lui qui va enfin pouvoir se briser et libérer toute son énergie. Et attention, on n'est pas en train de parler d'une théorie obscure ou d'une expérience de laboratoire. Ce processus de transmutation, il est parfaitement connu, maîtrisé et étudié par les plus grandes autorités du domaine, comme l'IRSN en France. C'est de la physique nucléaire solide et bien établie. Ok, on a vu le comment. Maintenant, la question la plus importante, c'est pourquoi c'est si intéressant? Parce qu'au-delà de l'efficacité, les deux arguments massus en faveur du thorium, ce sont la gestion des déchets et la sécurité des réacteurs. Le gros point noir du nucléaire actuel, tout le monde le sait, ce sont les déchets. Certains restent dangereux pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Eh bien, le cycle thorium, il change complètement la donne. La grande majorité des déchets, plus de 80%, sont inoffensifs en seulement 10 ans. Pour le reste, il faut les stocker pendant environ 300 ans. Bon, 300 ans, ce n'est pas rien, on est d'accord, mais comparé à 10 000 ans ou plus, c'est une durée qu'on peut gérer à l'échelle de l'histoire humaine. Et côté sécurité, c'est là que ça devient vraiment impressionnant. Les réacteurs pensés pour le thorium, notamment ceux à sel fondu, sont conçus pour être, naturellement sûrs. Ils fonctionnent à pression normale, donc pas de risque d'explosion. Si jamais ça chauffe trop, la physique même de la réaction la fait ralentir toute seule. C'est autorégulé. Et le meilleur pour la fin, en cas de panne générale, un bouchon en sel gelé au fond du réacteur fond. Le combustible qui est liquide s'écoule alors par simple gravité dans un réservoir de secours où il se refroidit et se solidifie. La réaction s'arrête net. Pas besoin d'électricité, pas besoin de pompe, pas besoin d'intervention humaine. Et il y a un autre avantage, qui est, et c'est ça qui est assez ironique, la raison même pour laquelle on a abandonné cette technologie à l'époque. Contrairement au cycle de l'uranium, celui du thorium ne produit quasiment pas de plutonium. Or, le plutonium, c'est l'ingrédient principal des bombes nucléaires. C'était un gros défaut pendant la guerre froide. Mais c'est une sacrée qualité aujourd'hui, non? Alors, si cette technologie est si prometteuse, si sûre, si propre, pourquoi nos centrales ne tournent pas déjà toutes au thorium? Excellente question. Pour y répondre, il faut faire un petit bond dans le passé et regarder la nouvelle course qui se joue en ce moment même. L'idée n'est pas du tout nouvelle. Dans les années 60, aux États-Unis, un prototype a tourné pendant des années et a prouvé que ça marchait parfaitement. Mais on est alors en pleine guerre froide et l'armée américaine a besoin de plutonium pour ses bombes. La filière uranium, qui en produit en masse, a donc été choisie. Le projet thorium, lui, a été mis au placard. Et aujourd'hui, la donne a changé. La Chine a investi des sommes colossales et s'apprête à allumer le tout premier réacteur commercial au thorium du monde dès 2025. Juste pour démarrer son programme, la Chine a posé $1 milliard sur la table. Et elle a recruté des centaines des meilleurs physiciens du pays. Ça montre une vision stratégique très claire. Prendre la tête de cette nouvelle génération du nucléaire. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Est-ce qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère nucléaire, une ère plus propre, plus sûre, grâce au thorium?
Résumons les points essentiels. Le thorium est beaucoup plus abondant que l'uranium et mieux réparti sur la planète. Il produit des déchets bien plus simples à gérer sur le long terme. Les réacteurs qu'on peut construire avec sont conçus pour être intrinsèquement sûrs. Et enfin, il pourrait être le partenaire idéal des énergies renouvelables, en fournissant une électricité de base stable, propre, quand le vent ne souffle pas ou que le soleil ne brille pas. Quand on y pense, c'est assez vertigineux. La technologie a été inventée, développée et éprouvée en Occident il y a plus d'un demi-siècle. Puis elle a été abandonnée pour des raisons purement politiques et militaires. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est sur le point de la commercialiser. Ce qui nous laisse avec une question un peu dérangeante. En laissant tomber le thorium, l'Occident est-il en train de passer à côté de la prochaine grande révolution énergétique ?